Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité. À Raquel, la 324, non, la 224e, j'étais à 100 d'avance. Oh, tu vas un peu vite, là. Ah, je suis un peu vite. Et notre camarade Jean, qui est à côté de nous, a un joli maillot rayé. C'est peut-être une prémonition, on va bientôt le voir au bagne. Petit côté Montebourg, ce matin. Petit côté Montebourg, oui. Je préfère celui-là, celui de Montebourg, mais bon, avec Piquet-Cou à la régie. Bonjour tout le monde. Notre Jean, vous venez de l'entendre, il est en pleine force ce matin, depuis qu'il est grand-père, faut dire qu'il la ramène. Hein. Enfin bon, c'est un état qui me semble totalement étrange, mais bon. Voilà, ce matin, Ça n'a rien à voir avec ça. Hein. Non. C'est une fille de plus dans ma vie, c'est tout, c'est ça qui me met de bonne humeur. Alors je vous rappelle, elle mesure à peu près 1 mètre, elle pèse, je sais pas, une vingtaine de kilos. C'est ces enfants qui grandissent quasiment à vue d'œil, quoi. Enfin bon. Ce matin, on va vous causer de la vie qui bouge. C'est une élucubration de notre Jean qui, depuis qu'il est grand-papa, bouillonne encore plus qu'avant, c'est vous dire. Hein, il ne nous laisse pas une minute de repos. Voilà, pour une émission consacrée comme d'habitude à l'artiste dans la société. On passe l'artiste en dehors de ceci, oui, probablement, mais pas pour des raisons qui nous semblent intelligentes, mais plutôt parce que c'est ce genre de personnage qui se défile perpétuellement. L'artiste et l'engagement politique, là aussi, il est très performant pour se débiner. L'artiste et la religion, là, il fait des petites stations dans les églises intramuros et périphériques pour demander au ciel qu'il lui accorde le bénéfice de ses bienfaits, c'est-à-dire, bénéfice, bienfait, c'est un petit peu, bon, bref, de la thune, quoi, de la thune et encore de la thune. C'est le seul leitmotiv, on croit, en tout cas, on a l'impression, des artistes aujourd'hui. Voilà. Et puis l'artiste et la science, vous êtes au courant depuis le temps que je vous le rabâche, que notre correspondant en Finlande, le camarade Juju, qui est passé par Paris il n'y a pas longtemps, voir son papa, sa maman et sa grande sœur. Et puis il vous a présenté aussi sa petite. Non, on connaissait déjà. Ah oui, une petite Finlandaise, mignonne comme ça. Non, mais Robert, c'est une émission révolutionnaire. C'est l'international aussi, quoi. Enfin bon. Notre camarade Juju qui nous a dit que les scientifiques de haut niveau étaient intéressés par l'art. Au moins quelques-uns. Au moins quelques-uns, alors que les artistes, il n'y en a aucun. Bon. Et l'artiste et l'autorité, cette petite équipe soudée, vous dit, nous rappelle que l'autorité, elle l'emmerde. J'espère que c'est votre cas aussi. Et une petite citation de Pierre Dac pour parfaire un petit peu cette intro. Si la fortune vient en dormant, ça n'empêche pas les emmerdements de venir au réveil. Dans cette émission. Ah oui, puis tout de suite, avant que Piquet-Cou, qui commence à trépigner dans la régie, nous lance la première musique, je me fais le porte-parole obligé de mes camarades pour remercier les auditeurs nombreux qui sont venus à la soirée rencontre de mardi dernier à Bagnolet, rue Sadi-Carnot, au petit atelier galerie occasionnelle de notre camarade Jean. Voilà, alors on avait passé des photos sur notre blog, mais ça semblait si ridicule parce que le moment d'affluence passé, c'est là que notre photographe maison s'est mis à travailler. Donc voilà, il n'y avait plus que des queues de comètes. Je rectifie, c'était avant l'affluence que j'ai travaillé. Avant l'affluence, parce qu'après ça la gavait, et puis voir trop de monde, ça la perturbait, donc voilà. Elle aura au moins essayé. Elle a saboté la com. Bon. Enfin, voilà, mais il y avait quand même, on est vachement content d'avoir rencontré des auditeurs, ça nous a fait quand même du bien, surtout qu'on a vu que c'était pas trop des excités, quoi, c'était des gens, pas comme nous en tout cas, c'était des gens raisonnables et qui parlaient raisonnablement et qui buvaient raisonnablement et qui mangeaient raisonnablement, enfin, c'était une soirée raisonnable, voilà. Vous avez quelque chose à ajouter, mes camarades? Rien. Non, on peut pas déconner, un petit commentaire quand même, mince. On refera, quoi, pour le 100 millième visiteur dans 5 ans. Ou peut-être avant. Le blog. Donc, allez en masse sur le blog, oui, parce que ça avait quand même pris près de 5 ans pour atteindre les 50 000. Non, pas tout à fait, quand même. Si vous voulez qu'on refasse ça dans 3 mois pour le 100 millième, il va falloir vous bouger un peu, Bougez votre souris. Et surtout, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Il y a différents
possibilités sur le blog. Vous pouvez écrire sur le blog, vous pouvez téléphoner, vous pouvez envoyer des mails, vous pouvez faire plein de choses. Si vous en avez éprouvé le besoin, évidemment, il n'y a aucune obligation dans tout ça. Certaines de nos congénères ont la manie bien singulière d'exercer leur pulsion sexuelle sur plus jeunes qu'elles. Quelques dangereuses maniaques guident leurs ardeurs démoniaques vers les tendrons, les jouvenceaux et les puceaux. Pubères, nubiles, novices sont l'objet de leurs sévices. Elles font la sortie des lycées, c'est insensé. Cette irréparable offense à la pureté de l'enfance perpétrée par ces drôles de dames peut faire des drames. Ce genre d'enfantillage, c'est le doigt dans un engrenage. Vis-à-vis du code pénal, ça peut faire mal. De mon côté, je suis tranquille, car moi je suis gérontophile. La bonne soupe est dans les vieux pots, c'est mon topo. Viens, pépé, papy, viens, pépère, le temps fait du bien à la faire. J'aime ce grain de sel dans tes cheveux. Une biche chatouillant, la nécrose mignonne, allons voir si l'arthrose a fond un effet libidineux. J'aime les doyens, j'aime les douairiers, et les grisons et les rombiers, les croulants académiciens, je fais dans l'ancien. Maison de retraite, asile, hospice, les voilà les endroits propices. On n'a qu'à lever le petit doigt, on a le choix. J'aurais d'après les psychologues l'obsession de l'archéologue, le complexe du reliquaire et de l'antiquaire. Viens pépé, papy, viens pépère, le temps fait du bien à la faire. J'aime tes mollets variqueux. Une biche chatouillant, la nécrose mignonne, allons voir si l'arthrose a fond un effet libidineux. Il y a des veufs, presque tout frais, presque tout neufs, qui tomberaient la culotte de deuil en un clin d'œil. Combien sont seuls dans nos campagnes, abandonnés par leurs compagnes, en panne sur la page 3 du Kama Sutra. Cela ne demande qu'à nous suivre, histoire de compulser le livre, de le dévorer jusqu'à plus fin, jusqu'au mot fin. Viens pépé, papy, viens pépère, le temps fait du bien à la faire. Serre-moi un petit tonique veineux. Chatouillant, la nécrose mignonne, allons voir si l'arthrose a point d'effet libidineux. Vivez, prenez de la bouteille, revenez user, carte vermeille, ridé, décrépit et denté, ça peut me tenter. Le muet amplifie le geste pour montrer qu'il a de beaux restes, et le sourd crie 2 fois plus fort, encore, encore. Monsieur, quel désir vous agite? Est-ce le diable qui vous excite? Et non, madame, ce corps qui frissonne, c'est Parkinson. Viens pépé, papy, viens pépère, le temps fait du bien à la faire. J'aime ton râtelier ruineux. Une biche chatouillant, la nécrose mignonne, allons voir si l'arthrose a pour un effet libidineux. Parfois ma déraison s'égare. Je rêve de la perle rare qui aurait connu la maman. De la maman, de la maman, de Jeanne Calment. C'était Lou Saint-Agne qui interprétait le gérontophile. Oui, pour illustrer musicalement une des dernières performances de notre ministre de la Culture, je veux parler d'Aurélie Filippetti. Tiens donc. Qui est en pleine forme. C'est un articulat du palmipède. Voilà. Cet été, au risque de mécontenter nombre de potentats, la ministre de la Culture, enfin on ricane, avait courageusement exprimé le souhait d'assurer un vrai renouvellement à la tête des institutions culturelles et leur féminisation. Ouais, ça c'est pour le côté vœu pieux. Beaucoup trop de gens, ça c'est notre ministre de la Culture qui cause, beaucoup trop de gens ont pris l'habitude de voir le monde culturel fonctionner avec des coteries, un petit monde qui vit dans l'entre-soi.
Ben oui, puis ça risque pas de changer. Oui, ça s'est terminé, dit-elle. La meuf elle dit ça, elle l'affirme aussi dans une interview au Monde. Vous savez, le Monde, une institution. La culture, c'est le mouvement. Ce n'est pas l'immobilisme. Personne n'est propriétaire à vie de son mandat. Bah voyons. Elle avait donné l'exemple au mois de février en nommant à la tête du musée des arts décoratifs Jean-Jacques Ayagon, un militant de gauche performant. En nommant, donc je répète parce qu'il faut quand même bien vous mettre ça dans la tête, à la tête du musée des arts décoratifs Jean-Jacques Ayagon, qui avait dû quitter précipitamment la présidence du château de Versailles en 2011 à cause de la limite d'âge. Limite d'âge au château de Versailles, mais pas limite d'âge au musée des Arts Déco. Non. Hollande tenait à le remercier d'avoir appelé à voter pour lui en 2012. Bah voyons, hein, un service en vaut bien un autre. Hollande, il sait renvoyer l'ascenseur, lui, au moins. La plaisanterie a continué la semaine dernière après le départ d'Ayagon, au bout de 6 mois de présidence, pour de mystérieuses raisons personnelles. Vous voyez, bon. Le remerciement a pas duré longtemps. Hein. Bruno Roger lui succède. Mais qui est-ce donc ce Bruno Roger? À 80 balais, le banquier de Lazare Frères, l'homme idoine pour incarner le renouvellement et la féminisation. Il est administrateur et trésorier depuis 1999 des Arts Déco. Et il n'appartient pas non plus à ce petit monde qui vit dans l'entre-soi. Ben voyons, non, pas du tout. Un mec de chez Lazare, pensez donc. Puisqu'il est également le président du Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence depuis 2005. Alors, on est en plein dans le cauchemar, là. C'est à ces changements d'ampleur qu'on mesure la détermination de Filippetti. Félicitations, Filippetti. Voilà. Elle favorise évidemment la féminisation avec un vieux barbon de 80 balais et un autre qui a atteint la limite d'âge, quoi. Vous voyez, c'est vraiment 2 mecs qu'elle a mis à la tête d'une institution prestigieuse consécutivement et brièvement pour le premier, pour l'autre, bah, je pense que c'est la Camargue qui va l'enlever à notre affection. Merci encore une fois à notre ministre féministe. Bah, moi, je suis quand même sensible à ces efforts d'Aurélie Filippetti pour coller à la thématique de notre émission d'aujourd'hui. Oui, c'est gentil. La vie qui bouge. Billing, billing, billing. Oui, avec le Parkinson, avec etc. Les chaises roulantes et compagnie. Bon. On aurait dû appeler notre émission d'aujourd'hui Sucrer les fraises. Une émission bucolique. Hein? Voilà, le livre de la semaine, c'est un dictionnaire de l'individualisme libertaire, mon cher Robert, par Michel Perraudot. Ouais. C'est peut-être déjà ton livre de chevet, non? Non. Non, j'ai pas de livre de chevet libertaire. Si, j'en ai, mais ils sont empilés à côté de mon lit et j'ai pas encore eu le courage de les ouvrir. On va simplifier pour ceux qui nous écoutent et qui seraient pas proprement parlés anarchistes, même si... pas sûr qu'ils soient très nombreux. Hein. Il y a 3 grands courants en fait qui animent le mouvement anarchiste et qu'on peut définir comme ça: le communisme libertaire, l'anarcho-syndicalisme et l'individualisme. Ouais, plutôt dans la 3e. Non. Comme c'est. Parce que nous, on a un groupe performant de l'AFA, on est 3. Hein. La 3e mouvance, on va dire c'est un peu celle de ceux qui sont déjà revenus des 2 premières, tu vois. Oui, je crois, oui. Très bien vu, mon Jean. Voilà, l'individualisme dont il est question dans ce dictionnaire n'a rien à voir avec un quelconque narcissisme, attention, il faut être précis, ni avec l'égoïsme qui mine notre société actuelle, mon cher Robert. L'individualiste libertaire est comme un chat échaudé, c'est ce que je disais tout à l'heure. Comme l'eau froide. Il ne succombe pas à l'autorité du porte-monnaie, tu en seras bien d'accord. Tout à fait. Il faut dire que comme il est vide, évidemment, ça aide. Hein. Oui. Des honneurs ou des médailles. Oui, comme on les mérite pas, de toute façon. Bon. Nous explique l'auteur Michel Perraudot. Il est hors champ, dans la marge, en dehors. Il invente, c'est un peu moins sûr, mais bon, il invente. On va en rêver, il invente, il innove, il métamorphose. Voilà. Avec 320 entrées, 75 notes biographiques et 50 textes fondateurs, le dictionnaire présente une approche bien documentée. De A comme abstention, c'est
truc que Robert ne peut que approuver, hein, à Z comme Zaïkovska en passant par C comme couple ou comme commune, hein, E comme équité, P comme propriété privée, R comme révolte ou révolution, ou U comme utopie. Michel Perraudot décortique bien son sujet, hein. Au fil des pages, on découvre la richesse d'une pensée qui a été portée par une incroyable quantité de journaux et de revues, hein. L'Anarchie, l'En dehors, Le Libertaire, L'Unique, Lettres Nouvelles, Hors du troupeau, Le Libre Sang. Et j'oublie les fanzines dont Robert était l'auteur, le typographe, dont les surfeurs de la liberté, hein, peuvent retrouver la trace sur Internet. C'est pas toujours facile, mais il y a. Hein. Voilà, de nombreuses figures libertaires répondent à l'appel et certains de leurs textes sont reproduits, hein, dans le bouquin pour illustrer divers aspects d'un individualisme libertaire qui s'ancre plus sur le présent que sur le futur. L'individualisme veut s'appartenir tout de suite. Tu en seras bien d'accord, hein, Robert. Tout à fait, ce moment-là. Pour être maître de sa vie en tentant de se soustraire ici et maintenant aux subordinations. Peu m'importe les lendemains qui seront dans des siècles, je n'ai cure du futur. La terre promise sera celle où nous pourrirons, disait ainsi le chansonnier Léo Campion. Voilà, je précise que Michel Perraudot a déjà livré aux éditions Libertaires un ouvrage sur Léo Ferré et un autre sur la Vendée de 1793. Voilà, l'éditeur, c'est donc, vous l'avez compris, les éditions Libertaires. Et le livre est sorti depuis mai 2011. Il est actuellement en vitrine à la librairie Publico. Merci, mon Jean, c'est édifiant. Bon, de mon côté, une info toujours plus vers l'écologie. Donc une info qui a été relayée par le Canard enchaîné et Bastamag. Si vous êtes insomniaque et familier du décompte de moutons pour vous endormir, ce sont désormais des vaches qui vont défiler dans votre tête. Enfin, défiler n'est pas le terme le plus approprié, car justement ces vaches, pas moins de 1000, seront enfermées dans un bâtiment de 250 mètres de long, chacune disposant d'environ 7 mètres carrés pour se dégourdir les mamelles. Mais de quoi s'agit-il ? D'un projet dans un petit village de la Somme, d'une ferme-usine de 1000 vaches, couplée au méthaniseur agricole le plus puissant d'Europe. Ces vaches produiront du lisier, qui viendra nourrir ce méthaniseur, soit une production électrique équivalente à 25 éoliennes. Les vaches serviront d'abord à produire de l'électricité, grâce au méthane issu de leurs excréments. Elles donneront également du lait, jusqu'à 8 millions de litres par an, équipées de colliers électroniques qui 3 fois par jour les prévient que c'est l'heure de la traite robotisée. Précisons que ce lait sera vendu environ moins cher. Cette région est déjà en surproduction laitière. Autre souci de taille, au lieu des 2700 hectares nécessaires pour épandre les 40 000 tonnes annuelles de boue résiduelle issues de ce méthaniseur, la ferme-usine ne dispose que de 1500 hectares. C'est pourquoi Delphine Bateau n'avait autorisé que 500 vaches. Par quel mystère le permis de construire initial qui porte sur 1000 vaches a-t-il été accepté ? Et par quel mystère le recours porté au tribunal administratif a-t-il été rejeté ? Des adhérents de la Confédération paysanne ont manifesté. Les riverains ont monté une association. 300 manifestants ont occupé le siège de Ramery. Mais qui est ce Michel Ramery, l'initiateur du projet qui a prospéré dans le bâtiment et les travaux publics et dont la fortune familiale occupe la 349e place dans le classement de Challenge? L'argument sur la création d'emplois est réfutable. Seuls 13 salariés sont prévus pour faire tourner cette ferme-usine, alors qu'il faut en moyenne 2 personnes pour gérer une exploitation moyenne de 50 vaches. Très bien. Voilà. Et tu te rappelles du petit village là, de la Somme dans lequel ils vont implanter cette Non, c'est à côté d'Abbeville, je crois. À côté d'Abbeville. Et il faut pas. Ah oui, tu as évoqué l'histoire de. Normalement, c'est pas plus de 500 vaches qui tu l'as dit ça. Oui, en fait, c'est ça. Delphine Bateau avait autorisé pour 500 vaches. Et en fait, le permis de construire initial a quand même été accepté par la préfecture. Ouais, parce qu'ils n'ont pas assez d'hectares, ils devraient avoir, je ne sais plus. Oui, c'est ce que. Ouais, 15 000, tu l'as dit ça, oui. 15 000 hectares, etc. Et Robert, tu faisais quoi pendant que je lisais mon papier ? Eh ben, moi, je te laissais bercer par ta voix charmeuse, qu'est-ce que tu veux, hein ? Tu vois, on succombe à ce qu'on peut. Hein.
C'était Ridan qui interprétait Objectif Terre. Je rappelle le numéro du studio, le 01 43 71 89 40, si vous voulez nous joindre pendant les pauses musicales. Oui, merci Pikikou. Et vous êtes toujours sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans pub, sur 89.4 bande FM, pour ceux qui nous écoutent sur le net. La 548e, hein, ça a encore augmenté depuis tout à l'heure. Non, Jean, écoute, enfin, bon, on pense à Gérontophile. Et c'est la 224. Vous inquiétez pas, les pépés et les mémés qui avaient un peu la tremblote, là, comme moi-même d'ailleurs. Non, la 224. Avec le gérontophile, Piquécou nous a livré une belle profession de foi, quand même. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Hein, je suis un peu gêné. En plus, c'est une copine à elle, hein. Lou Saint-Agne, c'est une copine à elle. Oui. Je me demande qui lui a soufflé les paroles. Ah, c'est Lou, oui. Oui, elle a un vieux d'ailleurs, Lou, non? Écoute, arrête, c'est bon, enfin... Oui, tu m'as raconté mais c'est une chanson de Bernard Joyet, c'est une chanson qui a été écrite bien avant. Ah, d'accord. Bon, eh bien, vous êtes, comme je vous le rappelais à l'instant, parce que je suis plus calme que dans la régie, ça a l'air d'être un peu chaud là-bas, il y a de la bulle sur les vitres. À Racaille, la 224e, avec notre Piquéco, vous entendez peut-être un peu trop, mais enfin, bon, on peut pas l'amuser, puisqu'on n'a aucune... on peut pas exercer aucune pression sur elle, c'est un électron libre. Et... notre camarade Jean... On a l'impression que tu as essayé d'exercer une pression, hein, c'est curieux, non? Je me suis ramassé dans les dents. Tu fais pas des choses comme ça? Non, pas du tout, tu me connais, mon Jean. Pas du tout. Peut-être un petit peu en catimini. Rassure-moi, t'es anarchiste aussi dans le privé, quand même. Oui, bien sûr, mine de rien, ni vu ni connu, je t'embrouille, évidemment. La cause des femmes, la cause des gays, oui, tout ça, oui. Jean, là, on est dans un terrain un peu marécageux. J'aurais mieux qu'on s'arrête là, parce que il y a toutes les ligues qui vont nous tomber dessus. Tu comprends? Ça veut dire. Bon. Alors, Jean, évidemment, là, il peut aller tout de suite, donc, faire avec ses mains, justement, c'est dans le sujet, ce que l'on voit par Auguste Rodin. Avec les mains, je dis bien, pas avec les pieds, hein. Absolument. C'est un recueil, en fait, de textes, de propos d'Auguste Rodin, beau choisi, ouais. L'art du plasticien est d'observation, pas de commentaire, hein, aimé à répéter le sculpteur, je le précise pour ceux qui ne seraient pas encore au courant, Auguste Rodin. Hein. Pourtant, assez paradoxalement, on va dire, parvenu à la maturité, Rodin se mit à beaucoup écrire et commenter. Là aussi, on est dans la gérontophilie un petit peu, hein. Comme on peut le voir, hein, dans ce recueil, faire avec ses mains ce que l'on voit, hein, de textes, de lettres et de propos. On y découvre sa passion de l'étude, de la recherche, hein, son amour de la nature. Mais écoutons plutôt Piquécou. Encore. Toute ma vie a été une sorte d'étude. Mon but n'a jamais été d'avoir des commandes, mais d'étudier, ce qui explique la longueur dans l'exécution de certaines œuvres. Chaque morceau a été pour moi une occasion nouvelle de recherche, encore et toujours. Ce qui m'a guidée, c'est surtout ce grand amour de la nature. Oui, il faut l'aimer, être constamment avec elle. C'est la véritable grande muette. Mais elle finit par vous parler, par vous inspirer et par vous livrer des secrets. Il n'y a de vrai que la nature qu'il faut savoir regarder. On ne le sait pas. Quand on est jeune, on s'éparpille, on se gaspille. On a dans la cervelle un tas d'imagination, de rêves, d'idées toutes faites. On cherche des sujets dans sa tête. Il faudrait apprendre à ouvrir les yeux. C'est difficile. Moi, j'ai passé la moitié de ma vie à oublier les routines, à me débarrasser de ce que l'on m'avait enseigné. Et maintenant, j'essaie d'être sincère. Tout est là. Imitez, copiez la nature, mais ne la façonnez pas, ne la faussez pas. Il la faut poser. Il commence d'une esquisse, une ébauche. Puis il place le modèle vivant, lui demande dans tel ou tel geste. Ça ne va plus, l'artiste s'arrête. Mais c'est la vie qui bouge. C'est le vrai, ça, c'est le divin, l'éclair qu'il faut fixer. La sculpture n'est après tout que l'application du modelé, c'est-à-dire le passage du trou à la bosse. À l'aide d'une ligne générale, diversement entrevue, on peut tout faire. L'homme, les animaux, les arbres, les fruits. Tout est sorti de cette ligne générale. Le modelé, qui est bon pour une femme, est bon pour un fruit. Le tout est donc de trouver cette ligne générale et d'en être le maître.
Je soutiens qu'avant de dessiner sur les plâtres, il faut commencer par dessiner sur les feuilles. En ce qui me concerne, j'ai été dessinateur avant d'être sculpteur. C'est un système qui a été délaissé pendant 40 ans à l'école des Beaux-Arts. On l'a repris ces temps derniers. On aurait dû commencer plus tôt. Mais enfin, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Quand j'ai dessiné, pour donner plus d'ampleur à mes figures, je les exagère un peu, et j'obtiens ainsi plus de vérité, plus de mouvement et plus de vie. Toujours, j'ai copié la nature dans sa naïveté. Et c'est en exagérant le mouvement que j'obtiens parfois une souplesse qui se rapproche du vrai. C'est en somme ce que faisaient les anciens. Ils amplifiaient la nature. Les Grecs, c'étaient de purs réalistes. La Vénus de Milo est une femme prise sur le vif. Appelez-la Vénus, appelez-la comme vous voudrez, c'est une femme vraie. C'est pour cela qu'elle est belle. Les grands artistes anciens regardaient la nature avec leurs yeux naïfs. Ils voyaient bien, ils copiaient bien. Et alors, devant leurs œuvres, on était ému. Il y avait là, fixé, une minute, une seconde du mobile, et un infini mystère. Le corps humain, quelle source de joie et de surprise inespérée pour l'œil de l'artiste. Depuis 50 ans que je l'étudie, je découvre tous les jours en lui des aspects que j'ignore. Mes modèles, c'est quand ils quittent la pose qu'ils me révèlent le plus souvent leur beauté. Je ne leur indique jamais un mouvement. Je leur dis, soyez en colère, rêvez, priez, pleurez, dansez. C'est à moi de saisir et de retenir la ligne qui me paraît vraie. La sculpture devrait être une architecture vivante et animée. Merci Piquet-Cou. Voilà. Oui, merci. Faire avec ses mains ce que l'on voit, c'est un petit bouquin, hein, pas cher, qui est publié par les éditions 1001 Nuits. Vous pouvez le commander à la librairie Publico, 145 rue Amelot, 75 011 Paris Métro Robert. Oberkampf, fille du calvaire ou République. Voilà, téléphone 01 48 05 34 08 et site internet après les W, librairie-publico.com. Et j'ai le petit livre à côté de moi que Jean vient obligeamment de me prêter tout à l'heure. Mais c'est incroyable le nombre de bouquins qu'il peut lire. Il a une grosse tête aussi, il faut dire. Bon. Oh merci. Plus grosse que la mienne. C'est vrai que j'ai du mal à trouver de chapeau, alors que toi, par exemple, tu en as un qui te sied parfaitement. Non, c'est un tout petit livre. Pour moi, c'est le format idéal. On le met. C'est un vrai livre de poche, plus que les livres de poche habituels. C'est vrai. Et c'est idéal pour bouquiner au lit aussi, surtout, parce que des fois, il y a des bouquins, ils tombent des mains. Pas celui-là. Vraiment, puis on voit la tronche de Rodin qui est pas très, très engageante, mais enfin bon. Non, super, un petit bouquin. Rien que pour le format, etc., c'est à recommander à tout le monde.
C'était Carmina Burana par Karl Hoff. C'était pour illustrer évidemment l'histoire de Rodin. On a Piquet-Cou à chercher un bon moment pour trouver quelque chose qui puisse exprimer la puissance de cet artiste. Ouais, c'est pas mal, hein. Ouais, évidemment, c'est un bouquin. Moi, j'ai été vraiment touché par le texte que vient de lire Piquet-Cou, que Jean lui a évidemment passé. Il y a dans ce texte un condensé de ce que je crois chaque artiste peut penser ou peut vivre. Enfin bon, je pense que si un artiste n'est pas sensible à ce genre de discours, c'est qu'il peut aller relever les compteurs. Je crois que il n'y a pas autre chose. Voilà, c'est la vie qui bouge. Voilà, c'est le vrai, ça, c'est le divin, l'éclair qu'il faut fixer. Oui, je découvre en même temps le peintre Rodin, naturaliste. Je savais pas du tout, je pensais que c'était un vieux con de sculpteur, surtout un salaud fiefé, pour pas dire fiefé salaud, qui avait laissé tomber cette chère petite Camille, qui était un sculpteur aussi, de mon point de vue, aussi génial que lui. Voilà, et ça c'est terrible parce qu'on a toujours cette dualité de choisir ou d'oublier que les artistes sont aussi des hommes et parfois aussi salauds que les autres. Et c'est le cas de Rodin. Parfois même plus. Ce qui est le cas de Rodin. Voilà, mais en tout cas, pour moi, ce texte, si vous voulez, m'a renvoyé à ma vie complètement percée, trouée, déchirée de Rapinos. Et c'est pas pour parler de Robert Gaillot, l'artiste, que je vais blablater pendant quelques minutes sur ce sujet. C'est parce que je pense que c'est un sujet universel partagé par tous les artistes. Encore une fois, les artistes qui se la jouent pas trop, quoi, comme en ce moment on peut le voir dans le petit monde de l'art. Voilà. Parce que oui, la nature, c'est vrai que les plus grandes joies que j'ai éprouvées, ou la plus grande joie, tout simplement la plus grande joie la plus grande émotion que j'ai pu avoir dans ma vie de travail de Rapinos, c'est la première fois que je suis sorti avec mon petit chevalet, ma petite boîte de peinture. J'étais un adolescent, un primo-adolescent comme on dit, mais je suis resté un peu attardé toute ma vie, mais là j'étais au début, et je suis sorti, c'était en Vendée, je me souviens à Jars-sur-Mer, on était en vacances avec mes parents. Mais les vacances chez nous, c'était pas simplement les parents, mais il y avait toute la famille, les cousins, les tantes, les oncles, les grands-mères, enfin bref. Et on m'avait offert donc cette petite boîte de peinture à l'huile avec des cartons toiles, je me souviens des cartons toiles, oui, et un petit chevalet en bois, là, vous savez, pour le paysage. Et j'ai été parti dans un petit bois qui avait à Jars-sur-Mer, un bois de pin. Et là, je me suis posé et j'ai peint pour la première fois à l'huile. Et alors j'étais vraiment le roi du monde, parce que la nature, voilà, évidemment, s'était offerte à moi. Peut-être que les puceaux, c'est un peu comme ça avec tout le monde. Elle était bien contente d'avoir un puceau en peinture qui vienne lui rendre hommage, quoi, voilà. Et voilà, c'est la nature, mais en même temps c'est assez effrayant parce qu'après j'ai plus jamais rien fait d'intéressant dans la nature, parce que j'habitais en ville. Bon, c'était un peu difficile. Et puis vous savez, quand vous êtes jeune, peut-être pour tout le monde c'est universel, je crois que c'est pas mon cas, c'est pour ça que j'en parle. On a des rêves un petit peu fous, on est à cette époque-là, c'était la grande période de Buffet, c'était la grande période de ces gens-là, de l'art moderne, quoi, de l'après-guerre, et donc on était une petite bande de copains, surtout un ami d'enfance et on était vraiment complètement envoûtés par ces mecs-là, et on voulait évidemment un peu les imiter, un peu faire comme eux, foin du passé, faisons table rase de toutes ces vieilleries, et allons-y, quoi. Alors donc, la nature, c'était pas vraiment à l'ordre du jour. Je crois que c'est à partir de cette époque-là, même un peu avant, le déclin des paysagistes, tous ces gens qui sortaient dehors, quoi. Voilà. Et récemment, je me suis dit,
on a fait des émissions sur les naturalistes, tout ça, on vous a assez gavé pendant 2 étés là-dessus. Et moi, ça m'a donné envie de me transporter justement dans un de ces lieux mythiques du naturalisme et de l'impressionnisme, qui est la forêt de Fontainebleau, avec, vous savez, le triangle d'or, Barbizon, Moret, Milly, etc. Et puis aussi, on a découvert Boron-Marlotte, on a découvert Gray. Voilà. Et je me suis transporté à la Marofée, à la forêt de Fontainebleau, et j'ai essayé de peindre sur la nature, sur le motif. Hein? Oui. Eh ben, la plantade, alors magistrale. J'ai fait des merdes comme jamais j'en ai fait. Pourtant, j'en ai fait pas mal, mais là, je crois que ça a battu tous les records. Et là, en lisant ce texte que Jean a extrait de Faire avec ses mains d'Auguste Rodin, eh ben, j'ai eu une espèce d'éclairage comme ça, d'espèce de lumière extraordinaire, voilà, de la fantastique difficulté qu'il y a à appréhender la nature avec un pinceau et puis un support et puis de la barbouille. Alors, j'ai la barbouille négative, donc après j'ai essayé avec du pastel à l'huile, c'est pas beaucoup mieux. Mais je m'en mets moins partout, quoi, parce qu'avec la peinture en général, je m'en fous partout. Et voilà. Et oui, donc la nature, c'est vraiment, je crois, une école d'humilité. C'est une école on est là, on est confronté au vivant. Parce que la nature, ça bouge, la lumière bouge, les feuilles des arbres bougent. Enfin, c'est complètement fugace, fugitif. Et il faut arriver à l'attraper au vol, à essayer d'exprimer une vision de tout ça. Et pour moi, c'est vraiment une gageure. Et j'ai pas envie de parler. Et là, c'est là que j'ai compris. Vous savez, ce peintre-là, majeur, Cézanne, qui a fait la montagne 5 victoires un nombre invraisemblable de fois, en peinture, à l'aquarelle, en dessin, etc., etc. Il était alors à l'apogée de son art, enfin on peut le dire, c'est la fin de sa vie, il en est mort d'ailleurs, d'un coup de froid, en payant la Sainte Victoire, et là, les sanglots me montent à la gorge. Là, maintenant je deviens fragile. Et oui, et moi je me suis fixé comme objectif de faire une saloperie de chêne qui a centenaire, qui a la Marofée. Je pense que c'est lui qui aura ma peau, que c'est pas moi qui aurai la sienne, quoi, voilà. Et donc, je veux dire, à ce modeste témoignage, enfin je me la joue un peu, là, je suis à la radio, mais enfin bon, que si vous voulez vraiment, si vous êtes des artistes, si vous y croyez encore, si vous ne croyez pas qu'au Dieu l'art, de l'argent, de la banque, de ces choses-là, si vous sentez encore l'odeur de l'huile, l'odeur des supports, des toiles, etc. à prêter, et puis l'odeur de la nature, si ça vous donne pas des rhumes de cerveau, je vous conseille, enfin c'est pas un conseil, essayez de poser votre cul à Fontainebleau ou ailleurs, et d'essayer de reproduire ce que vous voyez, et vous verrez que c'est une expérience qui peut être terrible, parce que ça peut vous mettre devant votre imbécilité crasse, votre impuissance inconnue jusqu'à présent. Non, je déconne. Parce que l'imagination, c'est en fin de compte, c'est très facile. Voilà, on peut se la jouer. Pour moi, c'est vraiment une routine presque. Alors que là, il n'y a plus de routine qui tient, et vous repartez vraiment à zéro. Parce qu'en plus le métier, vous vous rendez très vite compte que le paysage, c'est un métier, la nature, c'est un métier, et un métier, on ne l'apprend pas en 3 séances, de pause sur le motif, quoi. Il faut du temps. Voilà, écoute, après la musique que Piqueco a choisie, je vais essayer de te donner envie de tenter de saisir la vie qui bouge avec de la vie monochrome à l'encre de Chine, mon cher Albert, parce que je me pense que tu devrais essayer. Ou mon Jean, alors lui, en ce moment, il a 80 illustrations à faire. Non? Bah oui, non, mon Jean, mais il faut le dire, je ne dirai pas pour qui, je ne dirai pas pourquoi. Il a 80 illustrations en noir et blanc ou la vie à faire, et alors je vous dis pas, la cadence infernale. Moi, je préfère pas en parler avec lui, parce que alors là, ça me dépasse.
Ben voilà. Oui, lui, il a vraiment... Bon, évidemment. Voilà. Non, mais tu devrais essayer. Oui, bonjour. Hein? Ouais, moi, je tiens à préciser que la musique, c'est Robert qui a choisi un morceau qui lui convenait. Oui, l'ivrogne. C'est l'ivrogne de Jacques Brel. Oui, c'est ça. Si vous remplacez picole et tout ça par peinture et par nature et par motif, vous comprendrez tout. Ah, intéressant. Ouais. Surtout, n'en restez pas au premier degré. Et pleurez pas. Rempli Voilà, c'était donc Jacques Brel qui interprétait l'ivrogne. Sûr. J'aime bien les choix de Robert. Moi, Et j'avais pensé à la chanson de Jacques Dutronc, et moi, mais c'est vrai que celle-ci est plus forte quand même. Non, on peut pas dire ça. Maintenant, on est dévasté. Comment continuer l'émission? Enfin bon, tu vois, tout ça, non. Sur Radio Libertaire, à la voix de la Fédération anarchiste, qui n'est pas dévastée du tout. Enfin bon, elle essaye en tout cas. Sans Dieu, sans maître, sans pub, Radio Libertaire.
à Racaille, avec notre camarade Piqueco à la régie, au téléphone, à la programmation musicale, etc., etc., etc. Notre Jean, notre hussard noir de la République, et c'est pas un titre usurpé, croyez-moi. Chaque fois que je le vois, je pense au père de Pagnol. Oui, oh bah oui, arrête avec tes petites mimiques de modestie, là. Voilà, qui de fausse modestie, bien sûr. C'est ça, bien forcément. sûr. Hein. Bah oui. Qui s'est collé, bien sûr, vraiment à la conception de cette émission, et qui va vous causer tout de suite d'un artiste quasiment inconnu, mystérieux, enfin d'après ce qu'il m'en a dit, en tout cas, parce que j'ai cherché sur le net, j'ai rien trouvé d'intéressant sur lui, qui s'appelle Chiquet. Ouais. Non, il y a 2 orthographes et 2 prononciations, Chico ou Chiquet. Chiquet. Et c'est pas du chiquet, quoi. Et Chico, c'est pas du chiquet. Hein. Non, arrêtez. Là, on est... C'est du bidot, là. Ouais, en fait, j'avais envie d'accéder à une demande que tu me fais régulièrement, de déborder du cadre étroit de la peinture occidentale. Ah, tout à fait, hein? Oui. Non, mais moi, j'aurais préféré... Je sais que tu es un grand passionné de l'art asiatique. Oui. C'est ma réponse. J'aurais plutôt espéré que tu parles de la sculpture béninoise ou des choses comme ça. Bon, enfin, bref. Non, mais moi, j'apprends. Mais... Il est jamais content. Hein. Non, mais Chiquet, où t'es été chercher ce mec qui est... Alors, vous savez pas, parce que lui, il a un bouquin. C'est le seul, peut-être en France, qui a ce bouquin-là, où il parle de Chiquet. Mais parce que partout ailleurs, on le trouve pas, quoi. Et même, il n'y a qu'une, d'après ce qu'il m'a dit. Je le dévoile peut-être un peu à l'avance, mais tant mieux si je le grille au poteau. Il m'a dit qu'il n'y avait qu'une reproduction de ce mec-là, en plus. Ah, ouais. Et d'une copie, en plus. Et d'une copie. C'est le Xe siècle, hein. C'est-à-dire je vais vous raconter tout ça, voilà. Le Xe siècle. Comme on l'avait vu, tu sais, en février 2012, avec les 2 émissions, tu te rappelles de ça, consacrées à la peinture chinoise. Oh oui, avec Chitao. Non, oui, mais comment ça s'appelait? Citrouille amère. Citrouille amère, voilà, exactement. Ouais. Ouais. C'est sous les 5 dynasties, en fait, que la Chine traverse à la fois une période politique très tourmentée, hein, et ça va peut-être souvent de pair, d'ailleurs, une période artistique particulièrement faste, hein, avec la création de plusieurs écoles du paysage, hein, qui étendront leur influence jusque sous la dynastie des Song. Hein. Et c'est précisément, mon cher Robert, à cette époque que se développe une technique nouvelle. Je remercie encore les artistes chinois d'avoir mis ça au point, le lavis monochrome à l'encre de Chine, qui va permettre à de fortes personnalités de s'exprimer. C'est un avis personnel. Non, mais c'est très difficile parce que là, il n'y a pas de repentir, il faut y aller. Hein. Voilà. Oui, puis il faut accepter de laisser le papier jouer aussi avec ton travail. Hein. C'est encore une autre discipline. Voilà. Et c'est justement le cas du moine peintre Chiquet. On aime bien les moines peintres à Radio Libertaire, t'as remarqué. Hein. Oui, bonjour. Hein, c'était aussi le cas de Chito. Oui, mais il faut quand même préciser que... on pouvait me parler de Rouleau. On collait les mômes dans des temples où, d'après, tu vois, on n'avait pas vraiment le choix. Hein. C'était vraiment dans les familles qu'on répartissait les rôles comme ça. Ça s'est fait aussi chez nous. Hein. Et il n'y a pas si longtemps. Voilà, en tout cas, le cas du moine peintre Chiquet, hein, ou Chico, hein, dont je suis bien incapable de de vous donner les dates de naissance et de décès. Alors ça, pour Jean, c'est quand même limite. 10e siècle. C'est pas une précision chirurgicale. Voilà, on sait seulement qu'il fut donc très actif dans ce Xe siècle et qu'il est encore extrêmement populaire aujourd'hui en Chine. Hein. C'est une véritable légende même dont il s'agit, hein, pour des extravagances qui n'étaient sans doute au bout du compte que la marque de sa grande exigence esthétique. Hein. Je m'avance un peu là. Enfin, il s'illustra essentiellement dans des portraits de patriarches ou de personnages bouddhistes réputés pour leur sainteté, hein, auxquels sa vivacité technique teintée d'ironie apportait une vitalité qui tenait peut-être davantage du peintre d'ailleurs que du modèle lui-même. Hein. Mais enfin, il théorisa puis adopta la peinture sans contrainte. C'est le Yipin, hein, ce fameux Yipin, enfin fameux peut-être pour moi. Pas le dripping, le Yipin. Le Yipin, peinture sans contrainte. Ça te plaît, ça, oui, forcément. Hein. Non, mais absolument. Et contrainte au pluriel, hein, ça les exclut toutes. Hein. Mais déjà, quand tu en avais parlé au cours de ces émissions, là, avec ce fameux citrouille amère, je dis parce que déjà,
se traiter d'une manière aussi dérisoire quand c'était pourtant un artiste assez immense, quoi, voilà. Il y avait aussi cette notion d'humilité chez eux. Oui, tout à fait. Mais c'est bien plus tard, Shitao, le moine citrouille amer. Oui. Voilà. Le Yipin, en fait, il se distinguait de tout ce qui avait été fait auparavant, tu vois, par la simplicité des moyens mis en œuvre. Hein. Une simplicité qu'on ne retrouvera d'ailleurs que 3 siècles plus tard avec des peintres. Shitao, je crois que c'est encore plus tard, mais je me demande si c'est pas 1600 ou 1700. Je me rappelle plus les dates. Voilà. Dans cette peinture, l'accent était mis sur la promptitude d'exécution. Ça, c'est aussi quelque chose à quoi tu ne peux être que sensible. Conformément, et je m'adresse bien sûr à Picquet-Cou également, conformément au principe Chan de l'illumination bouddhique. Tu vois ? Oui. Mais bien sûr, il faut absolument avoir à l'esprit que cette peinture sans contrainte n'aurait jamais vu le jour si la calligraphie avec la souplesse de pinceau, tu vois, qu'elle suppose, n'avait pas été pratiquée depuis des siècles en Chine. Voilà. Après la dislocation, si j'ose dire, de la dynastie Tang, Chiquet et un groupe d'artistes se réfugièrent à Chengdu, je crois que c'était sa ville natale, où ils fondèrent une école. Voilà. De Chiquet ne nous reste aujourd'hui qu'un rouleau intitulé 2 patriarches en train de purifier leur esprit, qui n'est même pas un original, mon pauvre Robert, mais une copie datant du XIIIe siècle, pour autant d'ailleurs que l'on puisse en juger, parce qu'on n'en est pas totalement sûr. Voilà. Elle est visible au Musée national de Tokyo. C'est de la grande qualité en fait de cette copie et de la légende du moine peintre qui perdure en Chine encore aujourd'hui, qu'on a pu conclure au génie pictural de Chiquet. Quelle que soit sa véritable ancienneté, cette copie est un précieux témoin, tu vois, du graphisme, je vais dire gratté sur l'os, une expression empruntée à mon copain Delbourg, tu vois, gratté sur l'os de la manière Yipin, appliquée à la peinture de personnages, et là se trouve son importance. Un texte de la moitié du Xe siècle nous apprend qu'il était, on a quand même des petites choses sur lui, qu'il était un adepte du Chan, comme on l'a vu plus haut, une forme de bouddhisme qui insiste particulièrement, tu vois, sur la méditation ou illumination intérieure, et que l'on peut assimiler au zen japonais. D'ailleurs, à mon avis, Chan Zen, je pense que même sur le plan de l'étymologie, les origines sont les mêmes, et les origines, elles sont sans doute taoïstes. Voilà. On y apprend également qu'il aimait bien choquer les gens, Robert. Et pas forcément en pétant, tu vois, c'était quand même un moine. Les peines moines, c'est comme les peines nonnes en même temps. Oui, je sais pas, je connais pas ce gâteau, mais bon. Ça m'étonne, par contre. Qu'il aimait bien choquer les gens, donc qu'il représentait surtout des bonhommes âpres et rustiques. Tu vois, jusqu'où je suis prêt à aller pour t'intéresser à ce que je raconte, et que son souffle était résolu et vigoureux. J'aime bien aussi ça. Voilà. Surtout qu'on n'a qu'une reproduction d'une reproduction. Non, mais on a ce texte. Ce que je te raconte, c'est dans ce texte. Un texte de criticage de l'époque. Un petit peu en quelque sorte. D'après un autre texte, toujours du Xe siècle, c'est des textes de contemporains, de Chiquet ou de Chicot, il ne tenait aucun compte des règles et des modèles. Aucun. Ah, fabuleux. Thème. Oui, non, mais bien sûr, oui. Parce que donc c'est pas nouveau. C'est 10 000 ans. Non, pas 10 000 ans, 1000 ans. 2000 ans. Et ces peintures, ça c'est le texte qu'il dit très précisément, ces peintures étaient hideuses et bizarres. Non, c'est forcément intéressant. C'est-à-dire indignes de gens civilisés, c'est ce que ça voulait dire bien pour sûr. les gens qui écrivaient ça à l'époque. C'est d'ailleurs en raison de ce jugement qu'on va qualifier de hâtif pour être gentil, que ces œuvres, ou du moins leurs copies, puisque c'est tout ce qui nous reste, sont passées très tôt au Japon, où elles étaient fort appréciées, contrairement à la Chine. Selon le catalogue des collections impériales Song, on lui commanda en 965 très précisément la décoration des murs d'un temple à Kaifeng, qui était la capitale sous cette dynastie des Song. On lui offrit à cette occasion un poste à l'Académie impériale de peinture, mais il déclina l'invitation, toujours son refus des honneurs, et décida de regagner sa province natale. Il mourut sur le chemin du retour. Ne me demande pas dans quelles circonstances et de quoi. Voilà. Figure, on va dire, parfaite, c'est trop fort, mais disons représentative
de l'artiste indépendant. Hein. Chiquet est un modèle possible, je dirais, pour ceux qui souhaitent s'émanciper des contraintes, mon cher Robert, et travailler avec audace et dans la liberté, je n'irai pas jusqu'à dire dans la forêt de Fontainebleau. Non. Mais enfin, ça pourrait quand même être auprès de la Maroffée, sans se soucier des règles et des standards. Voilà. Magnifique, parce que, encore une fois, je rappelle à nos auditeurs attentifs que nous parlons d'un artiste il y a 1000 ans, et alors que le Quattrocento était encore dans les limbes, on peignait encore avec des... Bref, avec des poils de cochon, je sais pas ce qu'on faisait, mais enfin on faisait pas grand chose. Et que... je n'ose dire où on leur prenait les poils. Oui, de cul. Et ça, imaginez en Chine, au Xe siècle, un mec avec un comportement comme ça, que des artistes en Europe n'ont commencé à avoir qu'à la fin du XIXe siècle en Europe, quoi. Voilà, c'est quand même... et même pas le pousser aussi loin, parce que c'était des gens quand même assez... Malgré qui se sont affranchis des règles classiques, les naturalistes particulièrement, moins les impressionnistes, mais ils s'inspiraient encore de conventions où ils en créaient une nouvelle, etc. Alors qu'un mec comme ça, c'est la liberté totale. Et le refus des honneurs et le refus de toutes les choses auxquelles sont sensibles, très sensibles, trop sensibles les artistes contemporains. Voilà, alors je vais essayer de trouver un lien, j'ai pas encore cherché vers son rouleau, là, visible au musée de Tokyo, 2 patriarches en train de purifier leur esprit, hein, que je mettrai sur le blog de l'émission, http://arracaille.blogspot.com ou .fr. Et puis je vais vous donner juste l'écriture, une des premières façons de l'écrire, c'est Chiquet, donc S-H-I espace K-E, voilà, Chiquet. Ouais. Et là, je crois qu'il y a une page quand même sur Wikipédia. Ouais, non, ça c'est vraiment, pour moi en tout cas, c'est une révélation une fois de plus, quoi, de gens qui, il y a un millénaire, on aurait pu penser qu'ils étaient déjà dans cette utopie anarchiste, en tout cas dans l'art, en tout cas, et dans la façon de concevoir la vie, enfin, ce refus des honneurs, ce refus des conventions, cette révolte, cet individualisme, voilà, etc. C'est extraordinaire pour moi. Voilà. C'était une course de chevaux, un morceau interprété par Panjin et l'orchestre, l'ensemble de musique populaire chinoise. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, complètement avec Chiquet d'ailleurs. Voilà, on irait Chiquet, c'est nos Chiquet, on irait avec Chiquet. C'est Arracaille, c'est je ne sais plus combien, on est plusieurs centaines, quoi. Enfin bon, avec notre camarade Piquécou à la régie, qui supporte évidemment tout ça, et elle nous supporte surtout nous, surtout moi d'ailleurs. Et notre Jean... Tiens, juste une seconde avant de passer la parole à Piquécou, je viens de lire ce matin ou hier matin que, à propos de Chico, tu sais,
que les gens qui avaient des caries avaient moins de chances, ils ont remarqué, avaient moins de chances de développer un cancer. Oh, bah chouette, alors, comme j'en ai plein. Il semblerait donc que les caries, tu vois... Ah, qu'est-ce qu'il y a eu ? Non, qu'il y ait des bactéries, en fait, qui se chargent Super. des cellules, de tuer les... Voilà, c'est fou, hein. Ah oui, donc, voilà. Il y en a pas qui s'occupent de la prostate. 1 kilo de bonbons par jour. Ouais, bon. Ouais, il m'a encore interrompu à un moment crucial. Non, pardon. Tout ça parce que je parle de lui. Enfin bon. Et notre Jean, notre télévisateur de la République à ma gauche, un grand admirateur de Chico. Moi, je préfère dire Chiquet parce que Chico, c'est trop exotique. Et Piquet-Cou qui va vous causer tout de suite dans le poste, que la pause musicale étant épuisée, de Jordaens. Non. Pardon, Pas du de tout. Jacques Il faut Callot. ranger le script de la semaine dernière. Ah ouais. Non, je vais vous parler de Jacques Callot. Ouais. Donc moi, c'est ni le XXe siècle, c'est ni le Xe siècle, ce sera le XVI-XVIIe siècle. Donc Jacques Callot est un dessinateur et graveur lorrain qui est né à Nancy, originaire d'une famille récemment anoblie. Je précise ça parce qu'après son dessin n'est pas du tout, va pas rester dans la partie noble justement. Passionné très tôt par le dessin, une passion qui ne ravit pas vraiment sa famille, il se serait échappé de la maison familiale dès l'âge de 12 ans pour rejoindre Rome à pied, en se joignant à une troupe de bohémiens jusqu'à Florence. Bon, il a été reconnu, il est rentré. Une seconde fugue avant que ses parents finissent par accepter de lui donner une formation de graveur en Italie, à Rome puis à Florence. Il va rester 12 années en Italie avant de revenir en Lorraine. Alors, 2 caractéristiques à la lecture de sa bio et au regard de son travail pour le qualifier. Donc, c'est un grand technicien et un observateur réaliste de son époque. Technicien, il est considéré comme l'un des maîtres de l'eau-forte, un style caractérisé par la netteté de son trait, la profondeur de l'ancrage, qui permettent une lecture précise de ses personnages et des scènes de vie, malgré une lecture de ces scènes, de ces petites scénettes qu'il représente, justement malgré la taille restreinte de la gravure et une multitude de détails représentés. Il apporta à la technique de l'eau forte 3 innovations essentielles pour les aquafortistes: l'utilisation du vernis dur, de l'échoppe et des morsures multiples. C'est un photographe instantané du monde qui l'entoure. Il représente des scènes prises sur le vif qui l'animent. Il témoigne de la cruauté de son époque. L'œuvre la plus connue aujourd'hui est une série de 18 eaux-fortes intitulée « Les grandes misères de la guerre », qui évoque les ravages de la guerre de 30 ans qui se déroulait alors en Europe. Donc il réalisa de nombreuses séries de gravures, des sujets historiques, de guerre, des personnages de foire, des portraits, des paysages, et la série qui s'appelle Les Gueux, une série qu'il a faite en 1622, qui est inspirée de ses souvenirs d'Italie. Donc Les Gueux, c'est une série de 25 planches qui représentent des mendiants, des mendiantes au manteau déguenillé, aux besaces déchirées, aux ongles longs, des infirmes avec des béquilles, des pèlerins, un joueur de vielle, une mère avec ses 3 petits, un aveugle qui demande la charité, son compagnon qui est à ses côtés, qui le guide, des personnages qui sont assis, debout, de face, de profil, de 3/4 ou de dos. Donc il y a quelques exemples de gravures dans cette série. Il y a le frontispice tout d'abord. Donc là c'est un gueux qui est coiffé d'un bonnet à plumes, qui se dirige vers la droite. Il a sa main gauche enveloppée d'une guenille. Et de la droite, il tient un drapeau qui se déploie derrière son dos et sur lequel on lit « Capitano dei Baroni », c'est-à-dire le capitaine des fripons. Dans le fond est peuplé de mendiants et de pèlerins qui paraissent sortir d'une église qui est placée sur la gauche. Et au dernier plan, on aperçoit une ville. Et sur la droite, au haut d'une montagne escarpée, une autre petite église vers laquelle se dirigent les mendiants qui suivent un sentier taillé dans le roc. Il y a une autre gravure qui s'appelle « Deux pèlerins ». Alors c'est des pèlerins d'espèce de ceux que l'on nomme en Italie les falsi bordoni, qui occupent presque toute la planche. Ils sont l'un et l'autre coiffés de leur chapeau. Celui de droite, qui est vu de profil, s'appuie de 2 mains sur son bâton, et celui de gauche tient son bâton de la main droite et de la gauche un panier. À droite, dans le fond, on peut apercevoir un bâtiment, en avant duquel se trouvent divers personnages, dont l'un s'agenouille devant un religieux. Et le dernier plan à droite est occupé par une chapelle, à gauche par des personnages qui font la cuisine sous un arbre. Voilà, ce sont des scènes vraiment très détaillées. Il y a aussi un mendiant aux béquilles coiffé d'un bonnet qui est vu de profil, qui regarde de face avec un manteau déguenillé. Il y a un mendiant aux béquilles coiffé d'un chapeau, qui est vu de dos. Il y a un mendiant au couvet.
Il y a une borgnesse aussi qui est vue de dos, assise sur un escabeau à 3 pieds, les mains étendues au-dessus d'un brasero, l'un de ses chats assis sur elle et un autre qui dort à ses pieds, une bourse et un trousseau de clés qui pendent à sa ceinture. Voilà, autant de petites gravures qu'on peut voir sur le net. Donc Rembrandt collectionnait les œuvres de Jacques Callot, et si Jacques Callot n'eut pas d'élève direct, il influença en revanche quelques grands artistes, des peintres en particulier qui profitèrent de ses leçons stylistiques ou plus encore techniques. Donc on compte parmi eux des graveurs ou des peintres tels que Abraham Boss, Rembrandt, Van Dyck, Claude Lorrain. Ouais. Remarquable. Ouais, sauf que, c'est tout à fait personnel. Je préfère 1 million de fois Rembrandt pour la liberté de son trait. Jacques Callot, je l'aime beaucoup. En plus, Saint-Laurent. Bon, et c'est vrai que ces scènes de guerre, c'est terrifiant, quoi. On voit avant la cruauté de cette époque, quoi. Et on pendait, il y a un arbre pendu, ils sont, je sais pas, une vingtaine de pendus, et puis il y en a un autre qui va bientôt être pendu, qui est en haut d'une échelle, le prêtre, ils étaient toujours là, les curtons avec leur crucifix, là, en pensant que les mecs, ça allait les réconforter. Je crois pas vraiment que ça y fasse grand chose. Voilà, non, c'était très, c'est bon, c'est quand même un métier, mais on peut pas critiquer son travail. Mais bon, si on parle de graveur de cette époque, je crois que celle de Rembrandt, il aurait pu, un graveur pourrait les faire aujourd'hui sans rougir, quoi. Oui, mais il n'y a qu'un Rembrandt, quoi. Bah oui. Marc, il n'y a qu'un Jacques Callot aussi. Oui, tu trouves un côté peut-être un petit peu raide, non, c'est ça? Un peu, oui, un peu, toi, mais c'est un peu normal aussi. C'est très, toi, il y a pas de. Mais ça favorise aussi l'aspect documentaire. Tout à fait, absolument. Non, documentaire, non seulement dans le vêtement, les situations, etc., mais dans les trognes aussi. On sent que vraiment les gens de cette époque avaient pas la santé de ceux d'aujourd'hui, quoi. C'est moi qu'on puisse dire. Après nous, vivez, n'ayez les cœurs contre nous endurcis, car si pitié de nous pauvres avez, Dieu en aura plutôt de vous, merci. Vous nous voyez si attachés 5, 6, quand de la chair que trop avons nourri, et les pieds à dévorer et pourrir, de nous les eaux devenons cendres et poudre. De notre mal personne ne s'envie, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. Si frères vous clamons, point n'en devez avoir dédain, quoique fûmes oxy par justice. Toutefois, vous savez que tous hommes n'ont pas bon sens facile. Excusez-nous, puisque sommes transis envers le Fils de la Vierge Marie. Que sa grâce ne soit pour nous tarie, nous préservant de l'infernale foudre. Nous sommes morts, amène-nous à vie, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. La pluie nous a débués, lavés, et le soleil desséché et noirci. Vie, corbeau, nous ont les yeux cavés et arrachés la barbe et les sourcils. Jamais nul temps nous ne sommes assis, puis ça, puis là comme le vent varie. À son plaisir sans cesser nous charrie, plus becquetés d'oiseaux que des accours. Ne soyez donc de notre confrérie, mais priez Dieu
que tous nous veuillent absoudre. Prince Jésus qui sur tous a maîtrise, garde qu'enfer n'ait de nous seigneurie, garde qu'enfer n'ait de nous seigneurie, à lui n'ayons que faire, ne que soudre. Hommes ici, point de moquerie, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. C'était la balade des pendus, interprétée par Serge Reggiani. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, qui va tout de suite par l'organe de... les organes, non, ils sont deux. D'abord de notre Jean, de notre Hussard Noir, vous parlez des expositions à ne pas manquer. Ce sont des organes successifs, donc, Voilà. en quelque sorte. Hein. Pas des orgasques, hein, des organes. Jordaens, la première, donc c'est Jordaens, la gloire d'Anvers, hein, au Petit Palais, ça c'est avenue Winston Churchill, dans le 8e arrondissement de Paris, et c'est valable jusqu'au 19 janvier 2014. Les expos du Petit Palais elles sont souvent plus intéressantes que celles du Grand, Oui. si tu veux mon avis, voilà. Et puis il y a moins de monde. Oui. Voilà, moins connu que son confrère anversois Rubens, Jordaens a su insuffler autant de vie et de pittoresque dans une scène de ripaille que dans une scène mythologique, Robert. Au XVIIe siècle, si Anvers a un peu perdu de son influence économique, des centaines d'artistes, peintres, sculpteurs, ébénistes, architectes, verriers et également imprimeurs contribuent à l'essor artistique et culturel de la ville. C'est dans cette capitale artistique du Nord que Jordaens, je rappelle ses dates 1593-1678, a vécu toute sa vie. D'autres, c'est nos gens. Enfin bon, il fut un grand coloriste, illuminant de son clair-obscur, de monumentales compositions saturées de personnages, d'animaux, de symboles, et dans lesquels son baroque inspiré de Rubens se mêle un naturalisme spontané. Dans ces scènes de festivités débridées, il représente avec pittoresque et truculence des trognes rubicondes, des femmes plantureuses, des convives éructants, n'en jetez plus, la cour est pleine, et même les fesses à l'air d'un marmot torché par sa mère en plein repas. Bah voyons. Voilà, 120 œuvres en tout, qui invitent à redécouvrir toutes les facettes d'une œuvre à la fois monumentale et d'une grande humanité. Voilà, ça, à piquer coup. J'y poserai bien mon cul. Ouais. Deuxième exposition, Vagabondage, Sergio Larin à la Fondation Cartier-Bresson, 2 impasse Le Bouilly dans le 14e arrondissement. Une exposition que vous pouvez aller voir jusqu'au 22 décembre 2013. Un enfant, le visage tourné vers le ciel, l'air interrogatif, une barmette de Valparaiso au sourire encore enfantin et innocent, un nuage d'oiseaux enveloppant un promeneur. Sergio Larin possède la grâce de ces photographes qui sont en empathie totale avec le monde qui les entoure. Né dans une famille de la haute société chilienne, dans laquelle il va vite se sentir mal à l'aise, il a photographié les enfants abandonnés dans de nombreux pays du monde, notamment en Amérique du Sud, en commençant par ceux de Santiago du Chili, qui errent dans les rues et sur les rives du fleuve Mapocho. Fasciné par Henri Cartier-Bresson, rencontré en 1959, et qu'il considère comme un génie appartenant à une catégorie à part, Larin rejoint l'agence Magnum et s'installe pendant 2 ans à Paris. Il va couvrir de nombreux sujets, tous très différents: le mariage du Shah d'Iran, la guerre d'Algérie, le tremblement de terre au Chili en 1960, la mafia sicilienne, etc. Mais en 1965, face à la pression du monde journalistique, il rentre au Chili, fuit les sollicitations et mène une vie tournée vers l'écriture. 128 photographies en noir et blanc sont réunies dans cette exposition à la Fondation Cartier-Bresson. Eh bien, merci. Voilà, très belle photo.
C'était Quasi, un morceau interprété par le guitariste Victor Jara, ce guitariste qui avait eu les doigts coupés lors du coup d'État de Pinochet en 1973. Et puis qui a été assassiné après, par les militaires toujours. Voilà, faut dire que quand... je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais j'ai vécu ça d'assez près en 73, et bon. Alors, les éditions du Monde Libertaire, une petite pub pour les œuvres de la FA. Alors, en prom, évidemment, je les mets maintenant parce qu'on les a ignorés tellement longtemps. Les éditions du Monde Libertaire, une toute petite maison d'édition qu'un mandaté du Congrès anime, pour un bouquin sur Lucia Sanchez Sornil, poétesse anarchiste et féministe. On préfère, nous, les femmes ici. 1895-1970, dis donc, elle a été quand même assez loin. Artiste militante, fondatrice en Espagne du célèbre groupe Mujeres Libre. Lucia Sanchez Sornil a consacré sa vie à la lutte contre les principaux maux qui oppriment l'humanité, le pouvoir, le capitalisme et le sexisme. C'est un tout petit bouquin, 65 pages, qui a été édité en 2011 et qui ne vous coûtera que 3 €. Oui, les éditions du Monde Libertaire sont pas des éditions dispendieuses. Voilà. Et puis le Monde Libertaire, je ne veux pas vous faire le baratin habituel parce que le temps presse et la mort vient. Vous devez commencer à être habitué aux fins d'émission. Le Monde Libertaire, Jean a celui de ce qui est paru cette semaine. On ne peut pas vous en parler puisqu'il va être retiré des kiosques dès ce soir. Mais enfin, c'est un numéro passionnant comme tous les numéros du Monde Libertaire. Une équipe de cartoonistes qui déménage. Et j'aime bien quand Jean lit la bande dessinée le mardi matin, de le voir se marrer comme une baleine. C'est un vrai gamin, ce mec-là. Enfin bon, passons. Pavé d'Anard qui me fait ça. Crocaga. Crocaga, voilà. Et ça, Jean, pour lui, c'est assez intéressant parce que ça le fait rire. Il faut vouloir rire en même temps. Enfin, on a l'impression qu'il prépare un coup tordu quand il rit comme ça. Bon, j'ai évacué le Monde Libertaire. Vous avez aussi la libraire Publico, la librairie de la Fédération anarchiste. La libraire du Monde Libertaire aussi, elle a beaucoup de dénominations. Et on fait des appels au secours tous les mardis pour la soutenir. Elle en a vraiment besoin. Elle n'a plus maintenant, je pense, qu'un permanent. Voilà, pour des raisons évidemment budgétaires. Vous savez, les librairies indépendantes comme ça, et surtout militantes, et surtout associatives. Voilà, c'est dur pour elle en ce moment pour 1 million de raisons. Alors vous avez donc 1 million de raisons et plus pour la soutenir. Vous pouvez la soutenir évidemment en y allant. Acheter des bouquins, acheter des journaux, acheter tout ce que vous voulez. Et puis aussi, vous pouvez faire un don, vous pouvez, etc. Vous voyez, il y a plein de manières. Et en même temps, là, vous pouvez vous abonner au Monde Libertaire. Vous avez un dépôt de presse tous les mardis du Monde Libertaire, tous les mercredis plutôt du Monde Libertaire. Je pense que c'est mercredi, oui. Et puis un dépôt de presse du hors-série et un dépôt de presse du quinzomadaire gratuit du Monde Libertaire. Voilà. Et puis vous avez donc cette radio où nous sommes en ce moment, que vous écoutez tous les mardis, en tout cas pour notre émission. Mais il y en a d'autres, hein. Celle qui suit celle-ci, celle qui est avant celle-ci, qui s'appelle l'émission précédente, se consacrer au théâtre, court-circuit. Voilà, merci Piquet-Coup. Voilà, et puis la radio aussi est une radio associative libre, une des rares qui reste peut-être la seule, en tout cas à Paris, parce qu'en province il y en a encore comme Radio Zinzine, et puis probablement d'autres dans différentes régions de France, des associations de radio libre, et voilà, et Radio Libertaire a besoin aussi de votre soutien. Les anarchistes font la manche. Ben oui, écoutez, à part vous, qui nous soutiendrait autrement? Alors si vous voulez continuer à nous écouter sans trop de blanc, de noir et de grésillement dans le poste, vous pouvez évidemment nous aider en participant, en achetant la carte d'auditeur à 20 €, vous pouvez retirer à Publico. Et puis aussi, il y a une souscription à laquelle vous pouvez participer de minimum de 5 €, je crois, par mois. Et puis être ami aussi de Radio Libertaire. Voilà, trois treilleuses électriques de thunes. Voilà, alors je répète, pour finir sur les œuvres de la FA, il y a les éditions du Monde Libertaire, dont je vous ai parlé, pour ce livre de cette militante anarchiste espagnole, Lucia Sanchez Sornil, poétesse anarchiste et féministe. Il y a le Monde Libertaire avec le numéro qui va sortir demain, et celui qu'on lit en ce moment
et celui de la semaine dernière, et Radio Libertaire, et la librairie Publico. Tout ce petit monde a besoin urgent de votre soutien participatif, pas seulement avec de la monnaie, mais à écouter Radio Libertaire, visiter la librairie Publico, et puis pour le monde libertaire, le hors-série et le quinzomadaire, là il faut y aller de sa thune. Voilà. Oui, concernant la librairie, il y a trois rendez-vous cette semaine à la librairie Publico. Il y a mercredi, donc en fait le premier mercredi de chaque mois, il y a Florence qui invite petits et grands à des lectures de contes. Donc ce mercredi 2 octobre, le thème sera une lecture consacrée aux oiseaux. Il y a un rendez-vous vendredi soir, c'est un film, c'est la domination masculine, donc fait à partir de 19h30. Salaud de macho. Bien sûr, c'est entrée libre. Et dimanche, il y a la fête de Publico. Donc de 12h30 à 19h30, il y a une fête dans le quartier avec un programme un atelier pochoirs militants, plusieurs débats, la présence de Riton la Manivelle, des projections, des tables de presse. Bien, on espère que vous viendrez en masse comme à notre rencontre à Bagnolet. S'il y a Riton la Manivelle. Oui. Enfin. Bon, il n'a pas tout à fait la voix de la Fédération anarchiste. Il y a un peu moins celle de Robert, bien sûr, il a un peu moins de velours tout de même. Je vous préviens, les filles, ça vous fait pas décoller de la même façon. Mais bon. Voilà. Salut à tout le monde. À plus. À la semaine prochaine, au revoir.